J'ai toujours été un très grand admirateur de l'œuvre de Roland Barthes, qui a beaucoup compté dans ma formation intellectuelle, qui m'a vraiment appris à lire et à décoder les textes. Il se trouve que Roland Barthes est mort stupidement dans un accident de voiture en mars 1980. Dans des conditions un petit peu étranges puisqu'il sortait d'un déjeuner avec François Mitterrand qui préparait sa campagne électorale qui le fera élire un an plus tard en 81. Mitterrand qui est donc tous les Français qui s'en souviennent le premier président socialiste de la Ve République, mais aussi un personnage très sulfureux qui a été impliqué dans des tas de d'histoires un petit peu louches, des suicides, des morts non élucidées. Et donc il y avait une dimension, euh, une prédisposition romanesque à à l'exploitation littéraire de cette mort stupide de Roland Barthes. D'autant plus que quand on l'a trouvé, il était pas mort suite à l'accident. Quand on l'a trouvé inconscient rue des Écoles, donc dans le quartier latin à Paris. Il n'avait sur lui ni ses papiers ni ses clés, ce qui était de l'aveu d'après son entourage totalement inhabituel. Donc il y avait des éléments un petit peu de mystère autour de sa mort. Bon, sa mort qui, enfin, dans la réalité, qui a été un accident. Enfin, la thèse de l'accident n'a jamais été sérieusement mise en doute. Je me disais que là, il y avait les éléments d'un éventuel développement policier. D'autant plus que Roland Barthes n'était pas simplement le très grand critique littéraire qu'on connaît, mais il était également sémiologue. Sémiologue, c'est-à-dire il étudiait la définition de Saussure, hein, de la sémiologie, c'est l'étude de la science des signes au sein de la vie sociale. En gros, c'est-à-dire que ça consistait à appliquer les outils de la linguistique à notre environnement quotidien, au monde qui nous entoure, décrypter et lire les objets de la vie courante comme des textes littéraires, la façon dont vous vous habillez, la forme de vos lunettes, le design de vos meubles, les voitures, les pubs évidemment, euh, les euh, voilà. Et donc je me suis dit que d'une certaine manière, cette science-là, la sémiologie, cette science humaine, c'était la science de Sherlock Holmes. Et donc ces deux éléments, Barthes sémiologue qui meurt dans des circonstances troubles, pouvaient constituer la base, le point de départ d'une sorte de roman policier qui serait dans le monde intellectuel dans le monde intellectuel des années 80, puisque ça impliquait que si on cherche l'assassin dans l'entourage de la victime, alors il fallait enquêter auprès des amis de Barthes, de Foucault, Solers, Kristeva, de Umberto Eco, Deleuze, et donc tout ce mouvement de philosophes qu'on a appelé la French Theory dans les années 60 et jusqu'aux années 80. Deleuze, Derrida, Lacan, Lyotard, donc Foucault. Et voilà, donc c'était ça l'idée de départ. Je trouvais ça, je trouvais que c'était une idée amusante, mais bon, évidemment compliquée à développer. C'est pour ça que c'est pour ça que pendant plusieurs années, je me suis plongé dans cette French Theory. Je me suis beaucoup documenté pour pouvoir présenter des personnages et des dialogues qui soient crédibles et vraisemblables, même si à l'arrivée, le roman est évidemment extrêmement baroque et prend aussi la forme se déroule comme un James Bond et prend la forme d'une enquête policière
impliquant des espions bulgares, une mystérieuse secte qui s'appelle le Logos Club, une sorte de secte de rhétorique, et de divers autres éléments romanesques. Et alors, en effet, dans ce roman, parmi les personnages, il y en a un qui a un rôle important, c'est Umberto Eco, euh, dont j'étais aussi familier, enfin de l'œuvre et de l'œuvre critique surtout, l'œuvre ouverte, Lector in Fabula, qui était d'une certaine manière donc un ami et un collègue de Barthes, doublement, puisque Umberto Eco était lui aussi sémiologue. Donc ça m'amusait, ça m'intéressait de déplacer l'action de mon roman à Bologne, puisque Bologne en 1980, c'est quelques années après le grand attentat de la gare de Bologne, qu'on est encore dans ce climat de ce qu'on a appelé les années de plomb, avec les terroristes des Brigades Rouges. Et puis voilà, le personnage d'Umberto Eco m'intéressait également. Euh, au moment où j'ai écrit mon livre, enfin j'avais déjà commencé la rédaction depuis un certain temps, quand je me suis rendu compte que en fait le pitch de mon livre, euh, des, des, euh, des gens qui sont prêts à tuer pour récupérer un document secret, c'était très proche du pitch du nom de la rose, d'une certaine façon. Donc c'est vrai que bon, je m'inscris enfin avec beaucoup d'humilité, mais je m'inscris doublement dans l'affiliation de Umberto Eco parce que, enfin Umberto Eco en tant que sémiologue, mais aussi en tant que vraiment le noyau du canevas de mon récit, de mon intrigue de la septième fonction du langage, d'une certaine manière, est cousin de celui du nom de la rose, si ce n'est que donc moi ça se passe dans les années 80, dans les milieux universitaires des années 80, et non pas dans une abbaye italienne du XIVe siècle. Alors, en effet, là, mon dernier roman, Civilisation, est paru l'an dernier en septembre en France, et, euh, et donc prend la forme de ce qu'on appelle une uchronie ou une histoire contrefactuelle ou une histoire alternative, disent les Américains, en cela que je bouleverse l'histoire du XVIe siècle en imaginant que ce ne sont pas les Européens qui ont envahi l'Amérique, mais les Incas qui ont envahi l'Europe. Donc, euh, ce que la fiction peut apporter à l'histoire, c'est une question très compliquée qui nécessiterait de longs développements. Il se trouve que, en tout cas, les trois romans que j'ai écrits tournent autour de cette question des relations entre fiction et histoire sous des modes sous des modes radicalement différents, puisque dans HHHH, mon premier roman, qui racontait l'attentat à Prague de parachutistes tchécoslovaques contre Heydrich, le bras droit d'Himmler, en 1942, ce premier roman s'attachait de façon totalement obsessionnelle et névrotique à la reconstitution de la vérité historique. C'était la problématique de HHHH était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie. Voilà, parce que ça m'intéressait d'essayer de rester au plus près de ce qui s'était vraiment passé. Et je critiquais en, en arrière-plan, enfin d'ailleurs pas que en arrière-plan, puisque je le fais ouvertement dans le livre,
une certaine forme de roman historique dont je ne voyais pas la plus-value, la valeur ajoutée. C'est-à-dire que je ne saurais pas vous dire en 2 minutes ce que peut apporter la fiction à l'histoire, mais par contre, je peux vous dire ce que souvent elle n'apporte pas. C'est-à-dire que romancer un épisode historique qui est déjà tout à fait romanesque en soi n'apporte pas forcément grand-chose et comporte plus d'inconvénients que d'avantages, puisque à un moment, si on s'intéresse à l'histoire, on a quand même on s'intéresse à la vérité d'une certaine manière. Et donc voilà, dans certains cas, je soulignais dans HHHH le fait que la fiction historique se rapprochait dangereusement d'une forme de falsification. Et puis dans la suite, dans la 7e fonction du langage, et particulièrement dans Civilisation, d'une certaine manière, je prends le contrepoint total de ce point de vue, puisque là, moi, je réécris l'histoire du XVIe siècle, je refais l'histoire, je chamboule tout, j'annule la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et je réécris une contre-histoire. Est-ce que les deux projets sont contradictoires? Je ne crois pas, parce que on m'a posé cette question déjà dans différentes rencontres. Est-ce que l'Uchronie n'a pas à voir justement à la falsification dont je venais de vous parler, voire au négationnisme, au révisionnisme historique? Et la réponse est non, puisque le point de départ de l'Uchronie est toujours en référence à l'épisode réel qu'il va contrefaire, sans quoi l'Uchronie perd de son intérêt. C'est-à-dire que si vous lisez une histoire où les nazis ont gagné la guerre finalement, et que vous ne savez pas qu'en réalité les nazis n'ont pas gagné la guerre, alors l'histoire perd l'essentiel, l'Uchronie perd l'essentiel de son intérêt. Et de même pour Civilisation, si vous ignorez que dans la réalité ce sont les Espagnols, les Européens qui ont conquis l'Amérique, alors Civilisation perd une grande partie de son intérêt, puisque le livre a été construit comme un jeu de miroir où les situations se renversent et où tous les personnages, ça c'est une constante qui est qui traverse mes 3 romans, et d'ailleurs enfin toute mon œuvre modeste, qui est que dans 80%, 90% des cas, les personnages que je mets en scène sont des personnages réels qui ont vraiment existé. Si je devais peut-être vous citer un artiste japonais, je mentionnerais Katsuhiro Otomo, le réalisateur de Akira, que j'ai vu quand j'étais très jeune adolescent, et ce réalisateur que j'avais vu au festival de la bande dessinée à Angoulême, où il recevait un prix ou une distinction, enfin on saluait l'ensemble de son œuvre. Et à cette occasion-là, c'était en 2015, moi je faisais partie du jury d'Angoulême, du festival d'Angoulême cette année-là. J'avais assisté à sa rencontre qui avait pris la forme d'une conférence, enfin d'une interview, mais qui avait pris la forme d'une sorte de masterclass qui était tout à fait passionnante, où il expliquait l'art de son métier, si vous voulez. Et je me souviens notamment comment il faisait une comparaison entre le design de ces motos futuristes dans Akira. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il s'était inspiré, alors je sais plus si c'est le film, vous savez, Tron, oui, qui date des années 80, qui doit être antérieur. Il s'était inspiré du design de la moto du film Tron, tout en la modifiant, en expliquant la conception, l'inspiration et la conception d'un élément de son univers, en l'occurrence la moto. Et j'avais trouvé ça tout à fait passionnant. Voilà, je vous remercie et à bientôt.